soir, notre thème, c'est désobéir, mentir et quoi encore. Sujet, effectivement, qui fait du désordre sur nos étagères, et comme vous le savez, c'est une chose que j'aime bien, du désordre sur les étagères, quelques contestations de ce qui nous a été posé comme des obligations morales ou culturelles, et surtout réhabilitation de quelque chose qui nous conduirait à être du côté résolument de l'autonomie, alors que chaque fois que nous nous soumettons à ces obligations, pas seulement injonctions mais obligations, nous sommes du côté vraiment de la dépendance. Quand je parle de dépendance, c'est la dépendance à quelqu'un qui dit « tu me dois la vérité », « tu me dois de tout me dire ». Ce sont aussi des dépendances plus subtiles à un cadre de référence, à une morale, à une pensée unique, enfin à toutes ces choses qu'on nous a vendues, pour pas cher d'ailleurs, dans une éducation qui visait, je vous le rappelle, de l'ordre d'abord, de l'obéissance, on va y revenir, et surtout tout ça au service quand même de quelque chose qui a à voir plus avec le pouvoir qu'avec l'autorité. Ça c'est un des fils rouges que je vais tirer. C'est-à-dire que l'éducation dont nous avons peut-être été épargnés en partie, mais quand même qui nous a touchés, c'est une éducation qu'on pourrait appeler dressage. C'est-à-dire que ça ne fasse pas d'autres désordres, que ça ne fasse pas du désordre dans l'emploi du temps, sur le territoire et dans les idées de nos parents et grands-parents. Je renvoie bien sûr à toute la littérature d'Alice Miller qui, elle, met en 12 livres tout ça en mots, mieux que je vais le faire évidemment. Donc, nous sommes juste à cette charnière, c'est est-ce que nous sommes équipés aujourd'hui pour repérer dans l'éducation telle qu'elle est transmise une opération plutôt de dressage qu'une opération d'accompagnement d'enfants, de jeunes, d'élèves ou de petits-enfants sur la voie d'abord de quelque chose de respectueux et la voie de plus d'autonomie. Oui. Voilà. Bienvenue avec votre joli casque. Bon, ça c'est la première chose. Il y a quelques idées forces, mais la première, et si vous ne retenez que cette idée, ou que cette modification du cadre de référence, c'est la suivante, sur laquelle évidemment je vais bâtir ensuite la construction de cette conférence. C'est que ce qui nous fait peur, probablement, j'ai mis quelques années à le découvrir, ce qui nous fait sursauter, ce qui nous fait nous dire « moi pas », ou pas trop, enfin ce qui réveille des peurs en nous à propos de ces concepts, c'est la confusion que nous faisons entre, effectivement, le mensonge comme objectif, ce qui flirte avec la pathologie bien sûr, et le mensonge comme outil. J'aimerais surtout que vous reteniez ça. C'est que, qu'est-ce qui a fait que nous soyons tellement terrorisés à l'idée de mettre dans notre boîte à outils de croissance un outil qui s'appelle mensonge, qui s'appelle silence, qui s'appelle d'autres mots, et qui sont à réhabiliter, mais nous avons aussi besoin de voir tous les faux amis de ces mots, comme la langue de bois, comme la tromperie, etc. Ça, je vais prendre un temps pour la distinguer. Mais la première chose, c'est de revenir à ce tableau, vous savez, ce tableau chéri de Pierre Nicolas, où il nous invite, dans d'autres contextes, notamment lorsqu'il y a un pneu à plat, de la fatigue, du découragement, à revenir à cette distinction qu'il fait entre trois objectifs pour le promeneur qui est supposé arriver à la maison, mais comme trois objectifs, trois points de repère dans notre vie. Et je vous invite vraiment à garder ça comme un outil très utile, qui est donc, dans notre vie, nous avons besoin de rêves, de projets, de valeurs, de choses qui nous tirent vers le haut, qui sont assorties d'exigences, mais qui sont surtout une façon de considérer que la vie n'est pas que le nez sur le guidon, mais que c'est intéressant de voir aussi ce qui nous fait lever le nez et ce qui donne du sens à notre vie, à notre parcours. Il y a ensuite les objectifs à atteindre, c'est la création de quelque chose, la construction d'une famille, d'une école, etc. Donc des choses bien concrètes et qu'il s'agit d'avoir fini de construire avant de prendre son dernier soupir, de préférence. Et puis il y a, et c'est là-dessus que je vais mettre le spot, il y a les arbres qui sont les outils. Ce que j'aurais pu commencer par faire, c'est d'abord la métaphore de Pierre Nicolas. Donc c'est un promeneur qui suit une route pour atteindre cette maison. Et donc cette maison, il la voit de temps en temps, il ne la voit pas dans d'autres moments. Mais ce qui lui permet de se repérer, j'espère qu'il a une boussole, ce sont les étoiles. Et sur la route,
pour faire bonne route, il a besoin aussi de reconnaître les outils dont il a besoin, les étapes qui sont nécessaires. Donc dans notre vie, une conférence comme ce soir, c'est un outil, c'est un moyen de continuer à parcourir la route. À nous de voir évidemment comment nous nommons, comment nous identifions les objectifs que nous avons pendant notre siècle de vie humaine. Et c'est important aussi, surtout au moment où nous ne savons plus très bien comment nous orienter, d'avoir donc des mots pour ces valeurs, ces étoiles, avec, j'aime bien donc valeurs ou objectifs qui nous permettent de nous repérer donc dans la nuit noire du découragement, dans la dépression du deuil ou d'autres moments comme ça. C'est important de se dire, bon, qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère si je sais, mon projet initial c'était ça et je continue la route de cette façon. Donc, est-ce que vous voulez dire un mot, Marc, sur le nuage? C'était des moments où on n'arrivait plus à voir nos valeurs. Voilà, c'est ça. Ce sont ces moments flous, ces moments de doute, ces moments qui justifient aussi de faire arrêt sur image ou de faire une pause et de solliciter soit une personne témoin, soit quelqu'un qui nous permet d'y voir plus clair. Voilà. Mais c'était un additif au tableau initial et à la basique de Pierre Nicolas. Donc, souvenez-vous bien d'utiliser cet outil au moment de fatigue, qui sera le thème donc de la conférence du mois de janvier, le 9 janvier. Donc ça me permet de faire une transition, je reviendrai bien sûr là-dessus. Voilà, donc première chose, le mensonge ou dire la vérité aussi, ce sont des outils qui sont à mettre là. La personne qui ferait du mensonge un objectif, ça pourrait être effectivement le poète aussi, l'acteur, peut-être le romancier, enfin des personnes qui font du mensonge ou de la métamorphose de la réalité un métier, pourquoi pas. Mais ce n'est pas ce qui nous inquiète. Le discours amoureux, le discours poétique, ça nous fait rêver, mais heureusement qu'il y a aussi effectivement cette place pour un mensonge qu'on ne conteste pas trop. Et bien sûr, si c'est nécessaire, je dissuade les mamans qui entendent leur petit loup qui n'est pas encore dans une phase d'adolescence, dire « maman, tu es la plus belle, tu es la plus belle ». Ça serait vraiment contre-productif de dire « non, mon chéri, tu sais ». C'est simplement là un discours qui est porteur d'autre chose que de cette réalité sur un concours de beauté. Donc, première chose là, c'est cette distinction. Deuxième chose, j'ai trop peur d'oublier tout à l'heure, même si je reviens, c'est votre question tout à l'heure qui me fait dire là, une distinction que j'ai mis bien 40 ans à découvrir, donc la partage avec gourmandise, c'est celle de mentir et manipuler. Mentir, donc dans les deux cas, hein, je le redis, que je le dis souvent, dans les deux cas, le mensonge, c'est l'affirmation d'une vérité supposée alors qu'on sait que c'est faux, c'est-à-dire que je sais que c'est faux et je le pose tout de même comme une vérité. Dans le cas... donc c'est dire quelque chose de faux en sachant que c'est faux. Dans le cas du mensonge, c'est pour faire plaisir, rentrer dans le désir de quelqu'un. Je donne des exemples dans les faits que je vais vous donner. Mais oui, c'est très bien. Mais oui, ce cadeau me plaît. Mais oui, ta tarte n'est pas trop cuite. Autant de choses, effectivement, qui visent à rassurer, à protéger la personne interlocutrice d'une blessure narcissique, d'autres choses comme ça. Donc c'est toujours pour rentrer dans le désir de quelqu'un d'autre. À distinguer formellement de la manipulation, et je voyais dans vos yeux tout à l'heure que c'était votre inquiétude, la manipulation, c'est toujours dire quelque chose de faux en sachant que c'est faux, mais cette fois-ci, pour que mon interlocuteur rentre dans mon désir, c'est-à-dire pour obtenir quelque chose qu'il ne m'aurait pas donné spontanément, si je lui avais demandé. Donc là, effectivement, on est dans quelque chose qui est plus la manipulation que le mensonge. Alors, j'ai gardé comme transition, avant de reprendre, ces phrases que je trouve intéressantes. Oui, c'est Jean Cocteau, vous avez sans doute déjà cette phrase, et il disait « Je suis un mensonge qui dit la vérité ». Donc déjà, là, on a l'association entre les deux. Ensuite, c'est Pierre Lombard qui disait, Paul Lombard, pardon, « Le mensonge est un miroir déformant,
la vérité, une glace sans teint, et aucun d'eux ne reflète l'homme. C'est-à-dire que nous avons là, comme je vais le dire en conclusion, continuellement à nous débrouiller avec ces outils différents, en sachant la limite de chacun. De vouloir être que dans la vérité, ce serait du fascisme avéré, et d'être que dans le mensonge, dans les relations humaines, pas seulement dans la création artistique et littéraire, ce serait aussi quelque chose qui nous mettrait dans beaucoup d'insécurité surtout. Nous avons besoin de ce minimum de vérité pour installer quelque chose de la sécurité. Et c'est ce que je vais voir effectivement dans la croissance, ce dont les enfants ont besoin, les ados aussi, et les adultes que nous sommes supposés être. Et puis la vérité, triste comme l'eau, désaltère mais n'enivre pas. Effectivement, ce serait aussi une vie tristounette si on n'indique que dans quelque chose de scientifique ou d'avéré. Et puis j'avais une autre chose qui me plaisait bien, mais c'est ça, sans le mensonge, la mer ne serait que eau et sel. C'est-à-dire que pour être dans cette évocation de la mer, nous avons besoin de mettre d'autres choses, d'autres évocations, le bruit du vent, la poésie, les couleurs et plein d'autres choses encore. Donc, ce que nous avons à opposer, c'est la vérité et le mensonge. La vérité qui peut être effectivement, enfin, qui peut être du côté du respect ou pas. Alors que ici, notre travail pour ce soir, un autre fil directeur, c'est qu'en est-il du respect d'un côté et de la manipulation de l'autre, et pas simplement du contraire de la vérité. Alors, ce que je voulais déjà développer ici, c'est que probablement un mot qui aurait besoin d'être posé là, sur la dépendance, c'est celui des peurs. J'aime bien distinguer trois peurs. La peur de manquer, la peur de perdre et la peur de changer, la peur de modifier. Et que nous avons un tel besoin de cohérence, de stabilité, de permanence aussi, c'est ce dont je vais reparler, que les peurs nous rattrapent et que nous préférons coller à ce que nous savons déjà, continuer à obéir alors que peut-être nous sentons une dissonance cognitive ou autre chose, bien sûr, que la dépendance nous permet, enfin cette adhésion-là, nous permet une sorte de confort qui peut déboucher sur la paresse. Et ce qui est certain, c'est que la façon de nous faire redescendre là, dans la dépendance, ce sont des propos moraux, ce sont des propos donc moral par opposition à éthique bien sûr, ce sont des propos généraux, ce sont des propos sectaires, ce sont toutes ces choses qui, encore une fois, nous offrent un territoire limité, limitant et donc rassurant. Alors que du côté de l'autonomie, nous sommes sur la pampa. Nous sommes dans quelque chose qui n'a pas de limite et c'est nous qui allons poser des limites. C'est nous qui allons savoir effectivement reconnaître, répondre à l'appel du grand large et créer quelque chose en nous. Donc d'abord ce territoire intime, ce jardin secret, ces convictions, enfin mes convictions, passées à l'extérieur, mes convictions, mes priorités. Et si bien que l'autonomie, c'est évidemment d'abord, c'est moi qui décide de réfléchir, de prendre ci ou de prendre ça, de trier, et surtout, bien sûr, parce que je ne terminerai jamais mon énumération sans revenir à ça, c'est moi qui fais le choix de ce que je fais, mais qui est moi qui suis donc prête à payer le prix de mes choix. Or, la facture est bien plus élevée ici, dans l'autonomie, que, bien sûr, dans la dépendance. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes tentés de dériver plutôt vers le bas. J'ai mis donc les deux mots-clés sur mon tableau, et ça c'était la quatrième priorité de mon propos, c'est que quand nous parlons de permission, vous le savez parce que vous m'entendez souvent le répéter, il est toujours question, pour que ce soit du côté de la santé, du côté de l'autonomie justement et de la liberté, qu'il soit question de double permission. S'il n'y a pas de double permission, je vous le rappelle, une permission peu à peu devient une obligation. Et que ça, c'est capital pour nous. C'est-à-dire que dans les titres des différentes conférences ou des différentes vidéos que quand je t'ai parlé, et pas trop, mais je pourrais dire à dire ou non. C'était vraiment le sous-titre. Si j'ai la permission de dire, encore faut-il que j'ai la permission de ne pas dire. Si je n'ai pas l'autorisation ou la liberté de ne pas dire, je suis dans cette obligation qui, radicalement, s'il n'y a pas ou non, je passe dans la dépendance. Je suis dans l'obligation de répondre aux questions, de dire la vérité,
Et ça, c'est évidemment quelque chose qui nous fait rester dans une dépendance majeure, avec chaque lettre en majuscule. À force d'être rattrapé par cette dépendance donc, à des idées, à des principes qu'on nous vend comme des valeurs, c'est évidemment une arnaque, à de la morale, à une culture, à des a priori, à des clichés, à toutes ces choses que je vais encore développer, à force donc de cette récupération-là, avec plein de raisons diverses, j'ai rien dit aussi, nous sommes dans cette pratique du déni, qui justifie donc le jeu de loi que je propose, avec les 12 étapes pour identifier les dénis qui nous font rester dans notre jardin de curé au lieu d'être dans la forêt vierge. Et c'est ça, c'est quels sont tous les dénis que nous continuons à caresser comme si c'était une protection, alors que ce sont les serrures de la prison dans laquelle nous restons. Donc rappelez-vous, des peurs, des dépendances au sens aussi de compulsion, addiction. Ce que j'aime bien mettre aussi comme mot ici, c'est avoir acheté une parole ventriloque et être aussi en train de la reproduire. Je pense que là, ça nous fait l'effet d'entendre des jeunes, par exemple, ou des moins jeunes, mais enfin, pour moi, ça me fait plus d'effet, répéter exactement ce qu'on leur a vendu, sans l'avoir ni digéré, ni recraché peut-être, ni élaboré, ni passé sous une grille ou sur une grille qui permettrait d'avoir du discernement. Donc là, c'est vraiment le lieu de l'abandon du discernement, de l'abandon de ce sens critique, sans quoi notre vie ne devient effectivement qu'une sorte de ligne de pointillés selon lesquels découper, mais surtout des pointillés qui nous ont été légués et que nous n'aurions pas eu la liberté de contester. Donc pour moi, c'est ça. Donc bien sûr, quand je parle d'autonomie, je parle de ce qu'il y a de plus cher à acheter, c'est la liberté. Liberté avant d'agir, la liberté de réfléchir par soi-même, d'accueillir quelque chose de soi et de ses émotions, même si je ne les exprime pas, etc. etc. Donc, quand attendez, il me semble que j'oublie quelque chose là de ce que je voulais me dire. Voilà, et ici, bien sûr, ici je mets les mots dont il va être question chaque fois ce soir. Obéir ou non, dire la vérité ou non, mentir ou non. C'est vraiment pour bien insister sur continuellement le mot important, c'est le mot choix. C'est moi qui vais choisir. Au lieu de le faire par rapport à des critères sociaux, moraux et patati patala, c'est moi qui à tout moment, toujours avec effectivement, pour ce qui me concerne, la priorité du respect que je dois à l'autre, que je dois à notre relation, c'est toujours par rapport à ce respect-là qui va rester effectivement ici, c'est pour ça que je refais le dessin. Le respect, c'est ce que je mets là en priorité, et pour la qualité de la relation que je veux cultiver, quels sont les outils que je vais choisir? Est-ce que je vais répondre vrai? Est-ce que je ne vais pas répondre? Est-ce que je vais répondre à côté? Est-ce que je vais répondre autre chose? Est-ce que je vais jouer? Et c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir faire un ordre, pas d'hierarchie, non, une distinction entre mentir pour charmer, pour jouer, ou bien mentir pour obtenir, ou pour frimer, mais aussi pour posséder. Et la troisième zone, évidemment, de turbulence, c'est mentir pour flinguer, mentir pour obtenir coûte que coûte. Donc là, on est évidemment dans une transgression qui est différente. J'en profite, bien sûr, pour rappeler, si c'est nécessaire, et ce n'est pas suffisamment proposé dans notre culture, la distinction aussi, parce que j'en reviens toujours à des distinctions chéries, entre délinquant et pervers. Je vois qu'il y a encore pas suffisamment de têtes qui opinent. Oh là là, encore ça. Non, la distinction. Le délinquant, il a conscience de la ligne blanche ou jaune, je ne sais jamais de quelle couleur, enfin d'une ligne à ne pas franchir. Et le délinquant dit, je sais que c'est interdit ou je sais que c'est dangereux et j'y vais quand même. Donc il y a une reconnaissance de cette limite. Et il y a aussi, pour des raisons que je ne vais pas développer maintenant, le choix de transgresser et donc le choix, la conscience qui aura un prix à payer si je me fais attraper.
la peur du gendarme, etc. Si je ne suis pas assez douée pour échapper à cette amende, à cette punition, etc. Mais c'est ce que vous pouvez faire, évidemment. Vous savez que vous avez à payer un ticket de métro et vous pouvez effectivement prendre le métro sans ticket, mais vous savez qu'il y a effectivement un prix à payer. C'est un moindre mal pour tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors que le pervers, qui est quand même quelque chose qui est à repérer, c'est ce que je disais samedi, effectivement, sur comment accompagner les jeunes dans la capacité à protéger leur intégrité, leur identité et leur sécurité, c'est le pervers, lui, dit, il y a peut-être une loi, il y a peut-être une ligne jaune, mais ça ne me concerne pas. Je suis au-dessus de cette loi commune, je suis au-dessus de ça, ça ne me concerne pas. Et c'est ce qu'on voit bien sûr chez les prédateurs, c'est ce que l'on voit chez les pédocriminels, qui considèrent qu'ils ne sont pas soumis à cette loi commune. Est-ce que vous faites bien la distinction entre les deux? Elle est capitale. Donc, d'une certaine façon, j'aime bien dire, avec un tout petit peu de provoque, que du côté de l'autonomie, ce serait d'en faire qu'à ma tête. Mais pas d'une façon, effectivement, enfantine, d'en faire qu'à ma tête, au sens une tête qui aurait fait la part entre la raison, mais aussi la réflexion, mais aussi l'éthique, mais aussi les choix et tout ce que je viens d'énumérer. Mais c'est moi qui choisis. Alors que ce qui est dangereux dans la partie de dépendance, c'est que je crois être dans cette liberté et que nenni, je suis juste en train de rentrer dans le moule ou dans les pas de quelqu'un qui m'aurait fait croire que c'était l'obligation de répondre à ça. Ce que je mettais aussi, je ne l'ai pas suffisamment dit, du côté de la dépendance, écrit en rouge, vous voyez bien, ce sont nos habitudes, les modèles que nous avons eus, les croyances, les pensées magiques, hein, toutes ces choses qui alimentent aussi ou qui sont alimentées par nos peurs. Donc là, ce que je vois comme comportement du côté de la dépendance, au cas où ce ne soit pas suffisamment clair, je vous dis, il y a la congélation, j'aime bien ce mot, c'est qu'il y a quelque chose de moi qui va se congeler, ma pensée, mon action, je reste dans quelque chose d'étroit. Il y a la suradaptation, je vais faire quelque chose qui ne sera pas respectueux de moi, tout à coup je le fais pour l'autre ou je le fais pour une idée, un principe, et il y a quelque chose qui va manquer de respect à mes besoins, peut-être pas, enfin c'est pas dangereux si ce sont mes désirs, mais à mes besoins. Il y a quelque chose qui va du côté de la soumission, mais j'aime bien dire aussi du côté du sommeil, au sens dépression, du côté abandon, du côté de tout ce qu'on va voir à propos de la fatigue. Et puis bien sûr, on est du côté de l'inhibition, alors que la peur, la peur vivante, elle est du côté de l'autonomie, alors que l'inhibition est du côté de ce qui va me faire rester dans la congélation. Et bien sûr, l'autre mot que nous trouvons beaucoup aujourd'hui dans d'autres écrits, c'est celui d'emprise. Quelque chose aussi qui est un mot, un concept intéressant, emprise, et effectivement dans congélation, c'est ce que je veux dire également. Alors, vous pouvez m'interrompre à tout moment si vous souhaitez. Donc, pour poursuivre ça, ce que j'aime bien revoir, je vais revenir justement à mentir. Alors, mentir, enfin plutôt pour le distinguer des autres mots, je peux le faire soit pour respecter. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Même si, après on verra si je peux respecter. Si même, enfin je donne souvent quand je fais de la supervision à l'hôpital, l'exemple qu'il y a des personnes qui donnent tous les signes qu'elles ne souhaitent pas savoir la vérité du diagnostic. Et c'est à moi de prendre le risque, et c'est vraiment ma responsabilité ni plus ni moins, d'oser dire quelque chose qui n'est pas la vérité, mais ça suppose que je sois dans cette qualité d'attachement, de respect, de bienveillance pour la personne, effectivement, dont je mesure le degré de capacité à accepter quelque chose, d'une douleur, etc. Donc, vous voyez bien, là on est vraiment sur la ligne de partage des eaux. C'est que je suis à fond dans le risque de sentir, de faire confiance à mes antennes, et effectivement de prendre le risque de quelque chose qui n'est pas dicté de l'extérieur. C'est moi qui vais effectivement engager quelque chose de ma responsabilité. Je peux aussi mentir pour obéir à une consigne. Je pense à tout ce qui se fait soit dans l'entreprise, mais qui se fait, enfin c'est plus facile de voir ça pour nos ancêtres, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que je me soumettrai à quelque chose dans mon équipe aussi à l'hôpital? Je pourrais mentir pour obéir. Là, évidemment, je suis du côté de la dépendance et j'ai abandonné ce qui était du plus riche, du plus subtil de ma responsabilité.
Je peux aussi être, et tout ça bien sûr est sujet à caution, je peux aussi mentir pour honorer quelque chose. Je peux être peut-être complice, mais à ce moment-là, le mot complice perd effectivement sa connotation délinquante et crapuleuse, mais je peux effectivement sentir, moi, qu'il y a quelque chose de plus respectueux à mentir pour honorer une mémoire, par exemple. Qu'est-ce que, si je découvre, après le décès de quelqu'un, quelque chose qui n'est pas... Est-ce que je vais le sortir de la boîte, ou est-ce que je vais rester effectivement dans quelque chose qui ne sera pas forcément mentir, mais qui sera certainement un silence ou une rétention, mais c'est encore moi qui en prends la responsabilité. Vous voyez, continuellement, il y a cette idée, c'est moi qui choisis. À tort ou à raison, ce n'est pas le sujet. Vous vous souvenez que la meilleure façon de rester dans la dépendance, c'est de vouloir, comme garantie ou comme point de repère, avoir raison, au lieu de gagner en légitimité. Vouloir avoir raison est toujours quelque chose, effectivement, qui va nous faire une sortie de route, probable. Ensuite, donc, les quelques mots que j'évoquais tout à l'heure, je peux mentir pour frimer, ça, bienvenue. Je peux mentir pour frauder, aussi. Et le troisième, toujours avec mes jeux de mots, je peux mentir pour flinguer. Vous voyez bien que nous avons déjà à nous repérer, là. C'est le mensonge, c'est pas quelque chose d'univoque, c'est pas quelque chose qui va répondre à une seule définition, c'est quelque chose qui est bien sûr plus subtil et fonction de l'âge du capitaine, de la vitesse du vent et de mon humeur ce jour-là. Tu peux redire de frimer? Oui, frauder. Donc, c'est une autre façon de dire que le mensonge, et ça c'est sa première fonction, notamment on va le voir dans le développement de l'enfant, c'est pour protéger quelque chose de mon ego, quelque chose d'un handicap, quelque chose surtout d'une honte, et le mot honte, vous le soulignez 2 fois. C'est de quoi suis-je encore blessé, de quoi suis-je encore fragilisé, vulnérable, et que le mensonge me permet, vraiment dans une très grande légitimité, de protéger cet aspect de moi. Celui qui en parle le mieux, et je vous renvoie bien sûr à sa vingtaine de livres, je ne vous oblige pas aujourd'hui à les lire tous les 20, c'est Cyrulnik, parce qu'il voit toujours que la résilience est assortie toujours de cette capacité à ne pas dire, ou à répondre à côté, ou à mentir, pour protéger ce cœur cabossé, cette âme en 1000 morceaux, etc. Donc lui réhabilite ça, évidemment, d'une façon très... en connaissance de cause, et puis avec une pratique, évidemment, sur lequel il s'appuie. Donc, protection. Ensuite, c'est ce que je vais développer dans un texte que je vais donner tout à l'heure, c'est jouer. Ce que je disais aussi, c'est que s'il n'y avait pas ce jeu disponible dans toute nos nations, ce serait triste comme de l'eau plate. Heureusement que nous mettons de la poésie, heureusement que nous avons des superlatifs, heureusement que nous avons des métaphores, heureusement que nous avons d'autres images qui mettent un peu de pétillance et de fantaisie et d'amour aussi, et plus que ça, des bulles dans l'eau. Et heureusement qu'il y a ça. Et vers qui est-ce que nous aimons prendre du temps? Ce sont des personnes qui ont cette pratique de jouer avec les mots, de jouer aussi avec les expressions, etc. Sinon, effectivement, nous serions dans un repère, de gens, qu'est-ce que je voulais dire, qui serait évidemment uniquement dans ce principe de réalité, mais pourquoi pas, mais qui ne serait pas en train de le combiner avec un principe de plaisir et d'autres choses encore. Et puis, donc, ensuite, il y a cette manipulation, évidemment, qui reste à l'extrême de cette ligne avec notre curseur qui se balade, mais la manipulation qui peut être aussi un outil. Et la manipulation peut être un outil de respect pour l'autre, mais c'est un outil de tenir, et c'est moi qui sais le prix à payer pour faire le choix d'une manipulation. Et heureusement que nous avons cette liberté. Mais, par exemple, la désobéissance civique, hein, je peux effectivement truander quelque chose parce qu'il y a quelque chose de cette obéissance qui m'est posée sur un plan politique, mais sur un plan médical, sur un plan éthique, il y a des choses qui peuvent me choquer, et dans ce cas, je vais effectivement pouvoir manipuler pour être dans la cohérence avec moi. Mais je pense qu'à cette obéissance, il y avait une émission la semaine dernière justement sur un documentaire sur la désobéissance telle qu'elle n'a... Enfin,
ou plutôt, je vais dire dans le sens inverse, ce qui nous choque, notamment il y a eu ce documentaire sur le procès Barbie, ce qui nous choque, c'est justement la capacité d'avoir été tellement dans la dépendance, d'avoir éteint, anesthésié une éthique, une réflexion, et d'avoir été incapable d'être dans le minimum de désobéissance. J'en veux pour preuve aussi cet exemple qui est dans un film que j'ai vu donc, ce week-end, qui s'appelle Les résistants du train fantôme, qui est un documentaire sur une expérience particulière, donc d'un train qui part de Toulouse et qui arrive à Dachau en 2 mois. Je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment un très très bon documentaire. Mais pourquoi est-ce que je parle de ce documentaire? C'est parce que j'ai été aussi saisie de quelque chose qui peut être un exemple pour nous ce soir. C'est ce train donc est parti de Toulouse avec 712 soit résistants, prisonniers politiques, enfin c'était des personnes dont c'était d'ailleurs le régime de Vichy avait comme mission de les conduire jusqu'à Dachau pour le sort à bout de feignon. Et ils arrivent près de Dijon, je ne sais plus le nom de la ville, et ça commençait à être chaud pour les Allemands. Et donc il y a à la gare où passe ce train, il y a, je crois, une quinzaine, peut-être plus, qu'importe, d'officiers supérieurs SS qui arrêtent le train, enfin qui vont voir le conducteur du train et qui dit écoutez, là pour nous c'est vraiment très très menacé, très très dangereux, c'est en train de très mal se passer et si ça continue comme ça, on ne va pas faire cher de nous, on va tous nous exécuter. Et il dit au conducteur écoutez, faites sortir les prisonniers et faites-nous rentrer dans ce train parce que nous avons besoin de nous carapater plus vite que notre ombre. Eh bien, le conducteur du train a dit non, ma mission, c'est de conduire ces prisonniers jusqu'à la mort, et vous allez rester là. Pour moi, c'était aberrant. Ce manque, effectivement, de réflexion, ce manque de hiérarchie. Et donc, effectivement, les prisonniers sont repartis, et je ne sais pas ce qui s'est passé pour la quinzaine d'officiers nazis, mais qui risquaient gros, évidemment. C'était vraiment la pire date, c'était en juillet, bon, c'était le moment difficile. Et pour moi, c'était ça. C'était, je peux plutôt l'illustrer par le manque de jugeote, le manque de réflexion, le manque de cette liberté de remettre en question ce qui a été posé, donc cette obéissance étroite, plutôt que de se dire, mais oui, peut-être que là, je vais désobéir à l'ordre qui m'a été donné parce qu'il y a un intérêt supérieur, parce qu'il y a quelque chose, effectivement, qui me semble plus satisfaisant par rapport à au principe de réalité. Voilà. Et ça, l'autre jour, ça m'a vraiment fait de l'effet comme une illustration qui peut nous éclairer aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. Et donc, à notre échelle, bien sûr, nous ne sommes pas dans cette urgence-là, mais à notre échelle, qu'en est-il des obligations qui nous seraient faites par une institution, par un ministère, par le ministère de la Santé? Voilà, à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons de notre propre liberté? Et j'aurai effectivement d'autres exemples sur plutôt mon courroux, où je me vois, moi, privée de la responsabilité de la santé de mes enfants, parce que je dois obéir à une instance supérieure. Et moi, là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je suis comme condamnée à obéir, ou est-ce que j'ai une marge de liberté qui me permettrait, évidemment, de faire les choix et de les prendre à bras le corps? Et c'est ça que je voulais dire. Donc, il y aurait un mensonge protecteur, un mensonge discutable, et un mensonge crapuleux. C'est celui qui nous fait être du côté nettement de cet intérêt, où là, le profit primerait sur la relation. C'est-à-dire, ce que j'aime bien dire, c'est que dans la première zone de mensonge, si je suis dans cette frime, nous sommes 2 personnes, et nous sommes dans une forme de séduction, de jeu. Et là, mais nous sommes dans la relation. La relation est première. Dans le deuxième, je donne quand même priorité à mon intérêt, c'est-à-dire que je vais manipuler, mais pour te faire entrer dans mon désir. Dans le troisième, quand il s'agit de crapuleux, c'est que l'autre a vraiment disparu. Et moi, je suis effectivement en train de transformer dans une démarche de manipulation, selon les 3 logiques que j'aime bien retenir pour la manipulation, soit il est comme moi, et je lui interdis d'avoir effectivement une existence en dehors de moi, avec quelque chose d'incestuel ou d'incestueux, soit il n'est rien, soit il est quelque chose que je vais utiliser à mon bénéfice. Mais dans ce cas, évidemment, il n'y a plus la relation
qui nous invite à donner priorité effectivement à l'autre, à soi, etc. Je suis dans quelque chose d'une emprise ou d'une quête ou de la volonté, surtout c'est ça que je voulais dire, la volonté d'obtenir ce que je veux dans la négation et de l'autre et de la relation que je peux avoir avec lui. Dans cette... alors, je vais distribuer ça. Voilà. Le degré de mensonge. Moi j'en étais à deux. Soit on montait pour se protéger, pour Oui. l'autre, soit on montait pour manipuler. Et donc à partir... C'est entre les deux, je vais dire plusieurs choses qu'on va revoir là. Qui est ensuite, enfin, j'aime mieux le signifier par rapport à au début, nous donnons priorité à la relation. Et au pôle opposé, voilà, il y a le déni de l'autre, le déni de la relation. Ensuite, il y a ce que fait le vendeur expert, il y a pris une feuille. Voilà. Et après, à nous de voir où nous en sommes. Ça, c'est davantage ce que je développe dans ma conférence sur la manipulation. Donc, sur cette feuille, j'aime bien déjà donc ce que j'appelle les logiques du mensonge, avec donc 4, voilà, que j'ai remis ici, hein, les 4 logiques là. Et ça nous permet aussi peut-être de voir, enfin, bon, je dirais ça, que mon éducation judéo-chrétienne est loin d'une éducation que j'aurais pu recevoir si j'avais été en Orient, où évidemment le mensonge est un art. Pour nous, c'est un péché. Donc déjà, on commence avec un handicap là. Et je vois bien qu'il y a des métiers que je n'aurais pas pu faire parce qu'il faut jouer, et que ma limite est trop basse. Je n'aurais pas pu être dans cette aisance ou dans ce plaisir à jouer comme je le vois faire par certains vendeurs, par exemple. Bon, je n'aurais pas pu, pour d'autres raisons aussi. Donc, je vais commencer par un talent. C'est mon premier là. Le talent, donc, c'est le talent du marchand, c'est le talent du négociateur, mais c'est aussi le talent de celui qui courtise, hein, qui va savoir trouver les bons mots. Donc vraiment là, c'est un talent, mais aussi il y a tout un bagage. Et bien sûr, il y a tous les modèles en rayon. Je ne sais pas si vous avez eu autour de vous, de façon positive, le modèle de personnes qui jouaient. Mais ça peut être aussi jouer à des jeux, poker, etc. Enfin, mais c'est simplement se mettre en métaposition par rapport à la réalité tangible, au principe de réalité. C'est est-ce que je peux me permettre d'être dans cette zone, quelquefois d'inconfort, mais de fantaisie, etc. Il y a des personnes qui sont trop en insécurité pour être dans du jeu comme ça. Et ce sont des personnes qu'on peut reconnaître parce qu'elles manqueraient, bien sûr, de sens de l'humour. Elles ne peuvent pas rire. Elles ne peuvent pas jouer avec ça. N'oublions pas que l'humour est toujours à base de messages paradoxaux. Et si des personnes ont été trop confites, je peux dire, en messages paradoxaux, elles peuvent effectivement vivre ça comme une menace de folie et non pas une porte ouverte sur l'humour, la plaisanterie, etc. Donc, soyons très prudents, jamais avant l'âge de 12 ans déjà, et ensuite avec des personnes adultes ou supposées adultes, soyons très prudents dans tout ce qui a à voir avec l'humour parce que ça peut les mettre dans beaucoup d'insécurité. Voilà, donc ça peut être une qualité, ça peut être d'autres choses. Quand je parle de talent aussi, c'est tout ce que nous admirons chez des auteurs de romans qui sont dans élaborer, trouver des idées, trouver des personnages, la fantaisie. Oui. Pour moi, c'est pas mentir, c'est de l'ordre de l'imaginaire. Mais oui, mais l'imaginaire est de ce côté, du côté du talent. Tout le monde n'a pas cette faculté. Ça veut dire un potentiel. Ça veut dire que c'est un talent dont tu vois les effets à ce moment-là dans la création, mais tout le monde ne l'a pas. J'entends l'aspect talent juste dans la création d'un roman, pas de mensonge. Ben, moi, je le vois comme ça. Je le vois comme quelque chose qui se permet de ne pas être les deux pieds dans la réalité à observer, sinon je fais un documentaire. La fiction, c'est autre chose, le roman, c'est autre chose. Et que tout le monde n'a pas cette vertu, il n'empêche que nous pouvons être tout à fait séduits par quelque chose. Enfin, moi, je pourrais dire, je suis séduite par cette capacité à imaginer, mais c'est-à-dire à être dans quelque chose qui n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité au sens de ce que je vois, de ce que je pèse, de ce que je mesure, de ce que j'interviewe.
Moi, je pars d'interviews que je peux faire. Alors que ces personnes ont un monde imaginaire. Et c'est ce monde imaginaire qui fait défaut à certaines personnes. Alors que c'est ce monde... C'est le mensonge selon René Girard. Oui, René Girard, effectivement. Oui. Quels sont les auteurs qui vous fascinent? Je pense aussi à Hitchcock, qui avait cette imagination, qui lui créait. Mais ça va être le tableau suivant. C'est juste un tout petit peu de relique là. Donc c'est le romancier, mais c'est aussi le faussaire. Hein, ça sera aussi quelque chose dont je ne me serais pas senti capable pour des raisons de limite personnelle, c'est l'espion. L'espion est capable effectivement de surfer sur quelque chose qui n'est pas la vérité et qui n'est pas la réponse à faire. Donc je pourrais continuer à développer. Là, je ne suis pas volontairement du côté du mythomane. Le mythomane, ça va être autre chose. Hein. Là, on va être du côté de la pathologie, qui est la compulsion. La mythomanie, elle est là, elle est dans la dépendance. Alors que l'imaginaire, on est du côté de la double permission. Je peux être dans une réalité, mais je peux aussi ouvrir une porte à quelque chose qui n'est pas de ce que je vois, qui n'est pas de ce que j'entends, qui n'est pas de ce que je sais. Mais ici, également, je vais mettre les hommes de science. Faire des découvertes scientifiques, on est là aussi. C'est-à-dire que je vais dépasser ce que j'observe. Et je vais y apporter quelque chose, je vais le transformer, je vais associer, mais ça va être aussi dans le deuxième tableau, pardonnez-moi. Voilà. Voilà, fiction, fantaisie, etc. Je passe en 2 avec le droit, et je rajoutais ici le besoin. Le droit de mentir et le besoin de mentir. Et en commun, ce que je mettrais comme autre terme, c'est la nécessité du mensonge dans la boîte à outils. Sans mensonge, pas de vie sociale. Sans mensonge, pas de vie relationnelle. Sans mensonge, pas de jardin intime. Pas de quelque chose qui est mon territoire. Voilà. Et pour protéger ce territoire, encore faut-il que j'ai la capacité à mentir. Et donc, je vous dis, parce que ça j'y crois beaucoup, que nous l'avons probablement oublié, mais que notre premier mensonge à maman a dû être un moment extraordinaire. Elle me pose une question, je dis non. Non, maman, je n'ai pas mangé de chocolat. Et j'ai encore une barre de chocolat là dans l'estomac. Et je vois que maman me croit. Chic, pas seulement pour le chocolat dont je me fiche. Ça veut dire qu'il y a une forme d'étanchéité qui se crée et que maman ne voit pas tout, maman ne sait pas tout. Et je vais pouvoir effectivement exercer quelque chose qui est immensément, je cite, la capacité à dire je, à ouvrir la porte ou à la fermer, à sentir que je peux, moi, avoir une vie autonome, avoir une vie qui m'appartient et avoir des secrets pour moi-même. Ce que j'ai fait, je ne le dirai à personne. Et ça, je trouve que dans les livres de pédagogie, on ne dit pas assez que c'est extraordinaire comme expérience. Et si l'enfant ne le fait pas pour des raisons de pression morale, d'abus de pouvoir, de dressage, etc., il est en vrai déficit d'identité. Il est en vrai déficit de capacité d'autonomie. Est-ce que vous l'entendez bien, ça? Et donc, bien sûr que nous, parents, nous avons à tolérer cette zone-là, même je dirais c'est une zone de tolérance, que nous avons intérêt à ne pas tout voir, à ne pas tout entendre, nous savons bien, à ne pas faire d'enquête et surtout pas de harcèlement, parce que ce serait tout de suite vraiment de l'intrusion dans quelque chose pour chacun de nous. Et même dans notre vie adulte, effectivement, nous avons à retrouver ça. Je n'ai pas à répondre aux questions, je n'ai pas à tout dire. Et même à mon amoureux, et même à mon mari, il y a quelque chose, effectivement, qui doit rester pour moi. Ah, ma femme, c'est différent. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, je redis bien, c'est une nécessité à la fois sociale, professionnelle évidemment. Quand vous écrivez votre CV, j'espère que vous n'êtes pas dans cette supposée obligation de ne dire que la vérité. Et puis, bien sûr, c'est une nécessité psychologique, intime. Et donc, ce sur quoi Cyrulnik revient beaucoup dans tous les livres, en fait, mais dans les 4 derniers, il parle de se mentir à soi-même. Et heureusement, en fait, c'est comme ça qu'il commence. Après, il parle de la nécessité de mentir aux autres, mais c'est d'une certaine façon moins original que tout ce qu'il écrit sur pour survivre et pour vivre, nous avons besoin de nous raconter notre propre histoire en l'embellissant.
nous avons besoin effectivement de devenir un héros pour nous-mêmes. Et que si nous n'étions que dans la succession des actes banaux, peut-être, ordinaires, et quelquefois coupables, et quelquefois délinquants, et si notre biographie n'était faite que de ça, il irait quoi se faire harakiri tout de suite, parce que ce serait triste, évidemment, et même désespérant. Donc lui dit bien, et donc je disais ça par rapport à la résilience, qu'heureusement que nous avons très tôt créé ce qu'on appelle un roman familial. Alors là, il s'agit moins de nous-mêmes déjà, mais mon papa est un héros, ma maman est une fée. Quelquefois, ça se casse la figure et on va vite soit être dans le déni de quelque chose, parce que je dis quand même que toutes les personnes que je rencontre professionnellement me disent qu'elles vont mal, il y a un peu de dépression, il y a d'autres choses, des dépendances, mais quand même, je peux vous assurer, madame, mes parents sont des parents qui m'ont aimée, et vraiment, je sens ça très fort. Et donc, s'il vous plaît, je veux bien revenir chez vous, mais à une condition, c'est que vous ne touchiez pas à mes parents. Hein, c'est ça. Donc quand même un déni qui peut être touchant, quelquefois s'il persiste, qui peut être un peu handicapant pour une démarche de libération. D'autant plus qu'à ce moment-là, je dis bien aux personnes, ce lieu n'est pas un tribunal pour condamner vos parents, c'est un lieu plutôt pour reconnaître ce qui a été douloureux chez vous. Mais il n'est pas question d'accuser qui que ce soit. Mais ça prend un peu de temps quelquefois. Bon, toujours est-il donc, nous avons besoin d'avoir fait un roman familial, d'avoir créé donc un mythe pour la famille, un mythe bien sûr conjugal, et aussi un mythe personnel. Et que c'est important, quelquefois, que ce soit dans un groupe d'appartenance, ou même quelquefois avec un psy ou une psy, de restaurer cette image, de réhabiliter quelque chose de notre identité profonde, de nous donner à sentir ou à réhabiliter quelque chose qui est notre spécificité, mais qui a pu être flingué ou oublié ou méprisé par les adultes qui nous avaient entourés. Donc ça, c'est pas mince. Donc, quelle est cette chose imaginaire peut-être, fictionnelle sans doute, un peu exagérée, un peu du côté du délire peut-être, qui va me permettre de continuer à avoir du ciment pour les pièces du puzzle de qui je suis, de mon identité, et ça va me permettre quand même de continuer à avancer sur ma route, à avoir des projets, et à me regarder dans la glace sans fondre en larmes tout de suite, ou pire, voilà. Donc, nécessité. Où est-ce que tu mets la frontière entre ce que tu dis et après se mentir à soi-même, ou c'est plus bon? Oui, parce que ça, c'est pour rester en mouvement. C'est pour rester dans le mouvement de la vie. C'est pour continuer ma route, ça. Alors que se mentir à soi-même, me mentir à moi-même, pour rester dans du même, pour rester dans de la dépendance, pour rester finalement dans la congélation, non merci. Encore une fois, j'aurais encore dû dire oui, que le but du jeu, c'est quand même être dans la construction de quelque chose de sa vie, et que je peux me mentir, effectivement, du côté de la paresse, de la congélation, du même, avec une parole ventriloque. C'est-à-dire que c'est ça qui va faire. Que si tu te mens à toi-même avec une parole ventriloque, où tu répètes des choses, là, il va y avoir quelque chose que je vais pouvoir repérer. Alors que si tu te mens en frimant un peu, par exemple, et je dis ça sans aucune disqualification, là, je vais pouvoir t'accompagner, parce que ça me fait du bien aussi d'alimenter quelque chose de ça. Et dans les couples, c'est ce que nous faisons. Tu es le plus beau, tu es merveilleux, ce que tu fais, etc. Heureusement qu'il y a cette parole-là. Enfin, parfois on pense. Et pour les enfants aussi. Mais pour nos enfants aussi, c'est ce que nous faisons. D'être dans cet accompagnement-là, où il y a plus de chaud, plus de couleurs, plus de valeur. Oui. À quel moment je prends conscience que je me mens à moi-même? De manière positive, ou que je suis dans quelque chose de... Mais je sens que c'est pas là que tu vas le savoir. C'est là, avec un mot que quelqu'un qui fait sourire parce qu'il est un tout petit peu pompeux, c'est la dissonance cognitive. Il y a un moment, ça ne tient plus la route, je ne suis plus dans ma cohérence. Il y a un moment, ça tire. Il y a du tirage à l'intérieur de moi. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Et je le sais, plutôt je le sens, et quelquefois ça met un peu de temps à monter dans ma tête, où là, je sais quand même que ça ne va plus. Que je suis plus simplement en train d'être du côté de frimer un peu, mais je suis en train du côté de perdre quelque chose d'un élan et d'une cohérence. Je parlerai de cohérence intérieure. C'est-à-dire à peu près quelque chose d'équitable entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je veux dire, ce que je veux faire, etc. Aliette, j'espère qu'il y a quand même des fois où vous dites... Il y a Hugo. Il y a Hugo. Voilà, même si je ne comprenais pas,
Voilà. Est-ce que c'est bien? Donc, un droit, un besoin, une nécessité. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Toujours le mensonge non, comme... c'est pas grave. Et j'ai pas fini. Non, non, Dis, dis. vraiment. Mais si, moi, je veux la suite. Moi. Non, c'était un peu une blague. Ah oui, mais vas-y, Si parfois vous Ah bon. dites à Laurent qu'il est beau et en le pensant vrai, sans que ce soit un mensonge. C'est pas... Ah oui, si. Non, non, vraiment, je pense qu'il est très On beau. peut aussi penser. Dire à son conjoint. Si vous le connaissiez, vous seriez d'accord avec moi. Mais pourtant, j'aime bien dire aussi, parce que ça j'avais vu, je sais plus qui disait ça, c'était peut-être tout le temps, je ne suis pas certaine de ma source, que un homme cher, enfin un amoureux, un mari, etc., un amant, on peut le trouver pas très beau, mais jamais nos enfants. Nos enfants, on les trouve toujours beaux, les plus beaux. Et ça, je le vois bien dans tous les accompagnements que je peux faire, où c'est pas toujours sirop d'orgeat et jardin de roses, où il y a vraiment des enfants qui sont en grande difficulté, et les mères, elles sont vraiment, je les sens à 100% dire, c'est le plus beau. Voilà. Et donc là, il y a une autre logique, de quelque chose, d'une adhésion. Voilà. Alors que, bon, mon mari, c'est une exception, c'était vraiment très beau. Mais je sens que j'aurais pu être très amoureuse aussi. Je l'ai été sans doute de personnes qui n'étaient pas, d'hommes qui n'étaient pas très beaux. Voilà. Mais qui vous a dit était le plus beau. Je ne sais pas ce que je disais. Alors, je passe à 3, qui est le devoir. Le devoir, parce que là, peut-être que j'ai pris un peu d'avance. Devoir, c'est justement tout ce qui a à voir avec la création, l'art, qui n'est pas seulement le talent. Et c'est là aussi, peut-être que tu avais raison tout à l'heure d'insister, Anaïs, que là, c'est quelque chose d'un parti pris. Mais soit dans l'art, soit dans les sciences aussi. Pas de science, pas d'avancée dans la science, si on n'est pas du côté du devoir de fantaisie, du devoir de mensonge, du devoir d'hypothèse, par exemple, du devoir de vérification. Je vois des fronts qui se plissent. Et c'est là que j'avais mis, en fait, ma phrase sans le mensonge, la mer ne serait que de l'eau, du sel et du vent. C'est ce devoir de rajouter quelque chose. Mais même, tout ce que nous pouvons créer en cuisine, où nous faisons des choses qui n'ont rien à voir avec l'objet initial. Il y a aussi quelque chose d'une création. Moi, je ne sais pas en quoi ça, c'est du mensonge. C'est qu'on n'est pas les deux pieds dans seulement la vérité. Quand vous préparez des pommes de terre, bon, vous pouvez les mettre, comme on dit, en robe de chambre, comme ça. Mais au fond, vous faites quelque chose qui n'est pas seulement de la pomme de terre. Il y a quelque chose que vous créez à partir de la pomme de terre. Mais j'ai vraiment du mal à relier la création. Pour moi, c'est Je pas veux dire vérité ou sortir. mensonge, c'est Oui, vérité, création, imagination. Oui, Ouais, mais enfin, c'est pour des choses différentes. Je rappelle simplement que ma prétention ce soir, c'est de réhabiliter le mot mensonge et de voir combien il s'ancre déjà dans quelque chose qui a à voir avec je me permets de ne pas être que dans la réalité ou la vérité. C'est ça que je veux dire. C'est que quand je vous vois réagir, et merci de le faire, je vois qu'il y aurait peut-être quelque chose qui vous tirait en arrière parce que le mot mensonge serait encore connoté. Et c'est ça que je veux dépoussiérer. Alors, bien sûr que si je fais une présentation originale et fantaisiste, etc., je ne vais pas dire je mens, mais ça me permet quand même d'aller du côté de la vie est quand même meilleure si nous sommes dans l'abandon de cette croyance que ce serait toujours mieux d'être en vérité et réalité. Ça on pourrait nous l'avoir fait croire, mais c'est bien et surtout on dit bien aussi que l'homme ne se nourrit pas que de pain, ben, ce serait ça aussi. Mais nous avons aussi besoin de la fleur, de la décoration et du décor. Voilà, c'est encore une fois réhabilitation, je veux dire. Et puis ensuite, donc, le quatrième pôle, c'est le choix. Pour l'illustrer, j'ai bien aimé prendre les praticiens, les hommes qui ont plutôt soit une robe, soit un uniforme, etc. Ce sont, à qui est-ce que je vais dire la vérité? Est-ce que je dis la vérité à mon avocat? Je n'ai pas intérêt toujours. Parce que sinon, il va être vraiment handicapé pour me défendre. Est-ce que je dis la vérité à mon notaire? J'ai plutôt intérêt pour éviter d'être attrapé. Mais celui auquel j'ai toujours intérêt à dire la vérité, c'est le médecin. S'il est bon. S'il est bon, d'accord. Si c'est celui dont j'ai fait le choix. C'est vrai. Sinon, je peux effectivement être dans rétention d'informations. Voilà. Mais voyons donc toutes ces personnes. Est-ce que
Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, et le psy, vous dites la vérité? Sûrement pas. Ah bon? Mais sûrement pas, c'est pas intéressant. Ah, C'est certainement pas une obligation. Là. Mais par rapport à l'enjeu avec moi, c'est quand même dans mon intérêt. ben, c'est pas sûr. En tout cas, je peux vous assurer que moi, c'est jamais ma priorité de savoir si la personne dit vrai ou ment. C'est jamais ma préoccupation. Alors que en médecine, j'aurais plutôt été intéressée par ça. Je veux dire que là, on est tellement dans quelque chose qui n'a pas à voir avec la réalité, mais avec l'imaginaire, le virtuel, le symbolique, que c'est là que je me promène avec la personne. Mais c'est pas ma priorité de la réalité. Parce que je suis ni policier, ni juge, ni avocat, ni tout ça. C'est juste pour dire que le choix, il est du côté de la personne qui écoute, mais il est surtout du côté de nous qui nous confions à quelqu'un qui est dans une posture parentale. Mais moi, ça me choque. Ce que tu dis. Mais sûrement. Non, mais parce qu'en fait, quand Et tant mieux. quand je vois par exemple quelqu'un qui se fait croire quelque chose, enfin, qui dit quelque chose, et moi j'ai l'impression que la personne se fait croire quelque chose, ça me choque. J'ai envie de dire, mais arrête de se planter. Mais parce que, là je vois que ce qui te tire en arrière, ce qui t'empêche peut-être d'entendre et d'accueillir mon propos, c'est tant mieux aussi, c'est que l'autre en général nous devrait la vérité, nous devrait de répondre. Et c'est bien ça que je suis en train de contester, de dénoncer. Tu ne me dois pas la vérité, à aucun moment. Oui, alors Et c'est pour ça qu'on revient à la question de tout à l'heure, Julien, c'est à partir du moment où, si toi tu ne me dis pas la vérité, je me sens pas respectée, je suis à fond dans l'interprétation. Je suis à fond dans souffrir d'une attente que j'aurais, que tu me devrais la vérité. Et c'est ça le deuil à faire. Non, mais on n'est pas obligé de dire la vérité. Ok. Oui. Mais on n'est pas obligé de mentir pour autant. Non, mais bien sûr, mais dans certains cas, ne pas dire la vérité. Enfin, pour moi, c'est Non, pas non, la mais même tout à chose. l'heure, je l'ai bien distingué dans ma présentation. Quand je parlais de là, c'est dire la vérité ou non, mentir ou non. Et je ne faisais pas l'amalgame entre les deux. Mais après, encore une fois, pour le moment, je mets en commun dans ma boîte à outils tout ça. Et ce qui m'importe, c'est pas effectivement de revenir trop sur tel et tel mot, mais plutôt c'est en quoi est-ce que je suis en train comment est-ce que je construis ma liberté, cette partie effectivement d'autonomie, en ayant dans ma boîte à outils un maximum d'outils, en les ayant dépoussiérés, dérouillés, etc., en les ayant placés dans ma boîte à outils, en sachant qu'ensuite, je n'ai aucune obligation, mais que j'ai des options qui peuvent être des options alternatives à ce que j'ai acheté déjà, dire la vérité, etc., et que je peux augmenter la nature de ma relation au monde, la qualité de ma relation aux autres personnes, ma santé et ma fluidité dans la vie. C'est ça qui m'intéresse. Après, c'est chacun pour soi dans la construction de sa boîte à outils et ensuite dans les choix qu'il va faire. Toujours, pour moi, effectivement, pour moi, Aliette, toujours avec la pointe de mon triomphe, le respect, et effectivement, quelque chose qui a à voir avec une déontologie, avec une éthique, et toujours la priorité de la relation. Après, c'est moi qui vais... Du coup, ça me fait penser à la phrase fais ce que je dis et pas ce que je fais. Et moi, ma difficulté, c'est quand je vois quelqu'un qui dit quelque chose, mais qui fait autre chose, et qui dit faire autre. Enfin, Oui. Et ça peut bien sûr te gêner, ça sera en fonction de la relation que tu as avec cette personne. Je t'invite simplement, là, à bien entendre le deuil de mes attentes. Parce que sinon, c'est interprétation sur moi, de dire par exemple, j'ai beaucoup aimé cet exemple, il ne me respecte pas. Mais non, pas forcément. Et ça, c'est aussi toute la révolution de Marshall Rosenberg avec, effectivement, cette idée de communication responsable. Je n'ai pas... Enfin, après, moi, ça peut me peiner, mais c'est toujours parce que cette chose existe déjà chez moi. C'est pas l'autre qui, en me mentant, va provoquer quelque chose. Il va réveiller quelque chose qui flirte gravement avec cette croyance que l'autre me doit la vérité. du coup, ce serait faire entrer l'autre dans mon risque. Oui, c'est ça. Vouloir le contrôler. C'est le mot que je n'ai pas encore dit. Alors que de pouvoir accueillir l'autre qui ment, ou qui dit pas la vérité, ou qui comme il est, c'est vraiment être dans quelque chose d'une confiance inconditionnelle. Marshall Rosenberg, il pose quand même sa démarche en partant des faits. Enfin, Bien la sûr. première étape, c'est les faits, Non, c'est une bien réalité. sûr, et bien enfin, sûr. Mais après, je revenais juste sur le passage de 2 à 3, c'est quand, évidemment, il ne prête pas à l'autre être la cause du charivari, du bazar et de la douleur, c'était là-dessus. Voilà. Et c'est quand même la révolution de la fin du XXe siècle, ça, par rapport à nos expériences.
Voilà, donc je termine avec le choix, le moins important. J'espère que vous l'avez déjà souligné 4 fois. Et je passe à mon deuxième tableau, que je n'ai pas fait en grand, mais je l'ai pas fait en grand. Donc, je mets sur la ligne horizontale mentir, et je mets au-dessus de cette ligne de partage des eaux quelque chose qui va être une progression, jouer, découvrir, créer. On est du côté de faire avancer la vie. Je vais dire tout à l'heure que faire des erreurs, nous savons bien que ça nous permet d'être du côté de l'apprentissage, pas d'apprentissage sans erreur, et que aussi je pose la question, à quoi ça nous sert le mensonge? Eh bien ça nous sert à être dans la création et donc l'évolution, et donc quelque chose qui est du côté de l'expansion et de la création. Donc je mets bien jouer, et je pensais tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, je crois, le mot poker. Bon, ben, tout le monde n'est pas équipé pour jouer au poker. Ensuite, créer, jouer, ça peut être aussi au théâtre. Tout le monde n'est pas doué pour jouer le rôle de Rodrigue ou Chimène. Et puis ensuite, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le langage amoureux, la poésie, la fiction, la science-fiction aussi, bien sûr, que je renvoie à ça dans le 8e R, avec une interview sur justement la science-fiction de Stéphane. Voilà, donc tout ça, est-ce que vous voyez que c'est là que nous avons besoin encore de planter nos graines et de planter nos choux, pour être du côté de la création de la vie. Et puis, bien sûr, sans oublier les côtés peut-être plus contestables de ce qu'on a vu jusqu'à présent, je mets sur la ligne de mentir, il y aura, avec une progression du moins grave au plus grave, tricher. Mais ça peut être tricher juste se déguiser, mais ça peut être aussi se farder, ça peut être aussi teindre ses cheveux, enfin toutes ces choses qui ne sont pas graves, les photos truquées aussi, bien sûr. Et puis ensuite j'ai mis trahir avec le côté escroquerie, frauduleux. Et puis j'ai mis tuer, comme je disais, flinguer tout à l'heure, c'est bien sûr le faux témoignage, les calomnies, les rumeurs, toutes ces choses qui sont de l'ordre vraiment de assassiner l'autre, vraiment de l'ordre du crime, hein, au sens où on touche l'intégrité, on touche la réputation, et nous savons bien que c'est quelque chose qui est délicat parce que c'est difficile à prendre, à attraper. Voilà pour ce dessin-là. Une question pour ça? Une contestation? Bon, c'est juste pour apporter quelques nuances, évidemment, à cette réhabilitation du mensonge. Alors, oui, je vous annonçais tout à l'heure les conditions pour mentir. Je disais que tout le monde n'est pas capable de le faire. Alors, d'abord, c'est avoir de la mémoire. Je pense que ça. Ça peut être une bonne raison de ne pas se lancer là-dedans. Vous cherchez quelque chose. Les conditions pour mentir. C'est ça, c'est pas sur la feuille. Non, je vous le dis. Donc, ensuite, et là aussi c'est très bien développé par Cyrulnik entre autres, et par Paul Lombard aussi, il faut avoir une capacité d'empathie. Je parle là du mensonge qui va vers le haut. Mais quand même, mentir, ça suppose d'avoir, même si ça peut être frauduleux, etc., quelque chose, la capacité à vibrer avec l'autre. Je pense aux neurones miroirs. Les neurones miroirs sont évidemment une bonne condition pour être dans une relation avec l'autre, pour repérer ce qui se passe pour lui, ses points faibles, etc. Donc, empathie, capacité d'empathie. Ensuite, il faut un minimum d'intelligence. Tout le monde n'est pas équipé non plus. Il faut avoir la capacité à raisonner, à abstraire, etc. Je pense que dans l'exemple que vous preniez tout à l'heure du train fantôme, oui, c'est ça. Oui, Quelqu'un c'est qui vrai. bête, en fait. Oui. Du coup, il n'a pas... Des interprétations. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure aussi en reprenant que si je ne supporte pas que l'autre me mente, c'est que je réagis à l'interprétation que je fais de ce mensonge, pas au mensonge lui-même. C'est important. Alors, les cas particuliers, évidemment, mais je ne vais pas m'y étendre parce que c'est les pathologies, c'est le discours. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui a à voir avec les pubs.
qui peuvent nous faire sourire évidemment, mais dans lesquels il y a quand même quelque chose d'un peu crapuleux, évidemment, parce que c'est pour obtenir quelque chose, c'est pas seulement pour nous faire rire, nous rions quand même. La politique. Alors la politique, bien sûr. Il y a aussi les médias, hein, tous ces domaines, ces 3 domaines majeurs, où le mensonge, mais surtout dans les campagnes politiques, nous savons bien que nous faisons comme si nous étions dupes, mais que pour obtenir des votes, le mensonge est obligatoire. Si la personne n'était pas capable de mentir en sachant qu'elle ne va rien faire, enfin, pas rien faire, elle ne va pas certainement faire un quart de ce qu'elle a promis, elle ne serait pas élue. Donc il y a aussi un marché de dupes. Nous savons qu'il y a ce mensonge, nous faisons semblant d'y croire, etc., etc. Un peu comme nous avons fait semblant de croire au mensonge de nos parents quand nous étions hauts comme 3 pommes, probablement. Ça reprend ça. Voilà. Donc, marché de dupes, il y a langue de bois, bien sûr. Bon, il y a ensuite les vraies pathologies des personnes qui ne font plus la distinction entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Hein, donc la mythomanie. Mais bon, ça c'est moins intéressant pour notre vie. Alors, donc je vous donne ensuite cette feuille où j'ai bien marqué, hein, mentir ou manipuler, je vous en retrouverai. Je mens si en devinant l'attente de mon interlocuteur, je tente de satisfaire son désir, et je manipule si en dissimulant mon intention, je veux satisfaire mon désir. Voilà, je vous fais passer cette feuille qui est une reprise de ce que j'ai mis dans le 2e livre, je crois. Voilà. Sans couleur. Que Sans couleur. Sans couleur, oui, oui, oui. C'est le bord de la séduction, ça. Je dois le confesser, oui. Et puis ensuite, j'ai un autre texte, mais j'ai peur de ne pas l'avoir placé, mais j'irai les faire tout à l'heure. Mentir pour nous construire. C'est encore une fois que sans mensonge, sans la capacité à mentir, l'enfant va rester comme une sorte de dépendance ou de satellite de ses parents. Alors, j'avais autre chose que je voulais voir. Ah oui, c'est ça. Alors, toujours par rapport à ce sujet, ce qui me semble de loin, donc, pour moi, satisfaisant pour ce que je veux vous proposer, c'est ça. Donc, oui, reste. Ah, très bien. Donc, pour quasiment tous les sujets que je traite, que je prétends traiter, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir toujours cette combinaison, cette obligation de concilier, quelque chose qui a à voir, quand je travaille sur le stress, un désir de permanence, un désir d'harmonie, un désir de quelque chose qui s'est tranquille, et le besoin de vibration, le besoin d'incident, le besoin d'agent stresseur. J'ai toujours ça en tête, et donc je fais pour quasiment tout. Nous avons un désir d'ordre, merci juste de regarder de mon côté, désir d'ordre, besoin de désordre, que ce soit aussi pour nos placards, notre maison, etc. Bon, souvent, effectivement, mais c'est quand même important de voir que ce qui est dangereux, ce n'est pas le désordre excessif même. Ce qui est dangereux et à la limite du pathologique, c'est le déficit de désir d'ordre. C'est quand nous n'avons plus le geste spontané pour mettre un minimum d'ordre. C'est pas que le désordre est envahi, c'est que nous soyons dans une sorte de passivité et que nous ne soyons plus dans ce désir d'ordre et ce besoin de désordre. Eh bien, je fais la même chose là. Hein, nous avons un désir de vérité, car ce désir de vérité crée du mouvement, de l'énergie, et c'est bien sûr à base de la curiosité. Nous voulons savoir pourquoi, nous voulons savoir comment le batteur marche, comment ça s'est passé chez les Égyptiens, comment est-ce qu'on a construit les pyramides. Et ça, c'est évidemment le moteur premier, cette curiosité, qui nous met en route. Donc nous avons besoin de la nourrir, cette curiosité. Et donc, nous allons à la bibliothèque, nous nous ruinons en livres aussi, si nous ne trouvons pas, nous passons des nuits à continuer une lecture, etc. Ça, c'est la nature même de notre gourmandise, sans laquelle la dépression nous guette, évidemment. Hein. Donc, c'est désir de vérité.
Ensuite, nous avons besoin aussi de cacher, de mentir, de jouer, d'enjoliver. J'aurais dû mettre enjoliver. Et c'est aussi une nécessité sociale, de ne pas tout dire, de ne pas tout montrer, de ne pas tout savoir aussi. Et donc, à partir des deux, je crée cette nécessité vitale d'être continuellement dans l'inconfort de rien n'est acquis pour toujours. Ça sera toujours à recomposer, ça sera toujours à faire cohabiter, coexister. Exactement comme ordre et désordre, comme enfin, tous ces concepts qui font partie de notre vie, bien sûr. Et je fais référence aux autres thèmes et aux autres vidéos aussi. Le désir de vérité est complètement légitime et bienvenu. Il devient délétère, il devient négatif et contre-productif quand ce désir se transforme en, je vais voir si vous avez écouté les vidéos, quand il se transforme en volonté. Le désir, oui, la volonté, non, parce que ça conduit au contrôle, au fascisme, etc. Hein, donc, ce que je mets dans la vidéo aussi, je vais le redire, c'est que si un enfant n'a pas la permission de mentir, de cacher, de tricher, il devient effectivement victime d'un dressage. Est-ce que vous l'entendez bien, ça? Heureusement que nous avons conquis envers et contre tout ce minimum vital de capacité à cacher, à tricher quelquefois. Sans quoi, c'est un système fasciste. Nous le voyons bien dans certaines familles aussi, où il n'y a pas ce minimum-là. Et je vois bien, quand je parle de ça, les gens imaginent tout de suite, quand je sors de cet impact-là, comme si sortir de là, ça allait nous conduire à une sorte de pathologie. Mais non, évidemment pas. Parce qu'entre les deux, il y a notre santé, notre raison, notre capacité aussi à être rattrapée par un principe de réalité, que ce soit dans la relation, avec les autres, etc. Donc, il n'y a pas, enfin pour moi, il n'y a pas lieu, évidemment, de se priver de ces libertés sous prétexte que si j'y goûte un peu, ça va être comme le chocolat, je vais terminer la tablette. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Sans aller jusqu'à l'abandon. Certainement pas. Ouais. Donc il y a juste revenir à... Vous voulez donner un exemple? Ben, parce que moi, enfin, moi, je pourrais imaginer que j'ai eu cette permission, non. Enfin, en tout cas, vu le nombre de mensonges que j'ai pu faire, etc., et depuis toute petite, sans doute j'avais cette permission. J'en crois rien du tout. Parce que c'est vous qui l'avez très bien dit, qu'il y avait un abandon. C'est ça qui était difficile. Mais du coup, vous avez écrit des choses là-dessus qui sont extraordinaires. C'est que vous sentez, si je peux faire référence, vous sentez que votre mère devine et elle vous laisse vous enfoncer dans votre mensonge. Oui. Pour ne pas avoir, elle, à faire preuve d'autorité ou de discernement et pour ne pas pour éviter de vous accompagner dans quelque chose qui serait la cohabitation entre les deux. Voilà, pour respecter. Donc, du coup, non, j'en crois rien pour ce que vous avez évoqué. Oui, non, mais moi aussi, je pense que c'était que de l'abandon. Oui. Mais donc, du coup, c'est plus une permission que j'ai eue alors. Non, c'est qu'un abandon, mais c'est vous qui le disiez à l'instant, oui. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire que... mais alors, c'est que ce que un début aurait été bien que votre mère vous dise pas, mais tu mens, parce que là, mais dire j'ai du mal à te croire. Parce que là, ça veut dire, je t'observe, j'ai du mal à croire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais quand même, je te dis la qualité de ma présence et ma qualité d'observation. Je ne vais pas faire un débat, je ne vais pas faire une enquête. Alors moi je comprends plus tout à l'heure le petit garçon, la petite fille qui dit j'ai pas mangé de chocolat, on fait comme si on n'avait pas vu. Parce que là, c'est comme si tu étais que d'un côté. Je suis en train de dire, des moments, je vais faire comme si je ne voyais pas, parce que l'enfant, je le vois, est en train de se créer sa zone de privacité, enfin d'intimité. Et par d'autres moments, notamment avec les exemples que vous aviez déjà donnés, il y a quelque chose évidemment qui risque de s'installer dans un déficit de la permission du contraire. Encore une fois, c'est mentir ou non, dire la vérité ou non, c'est que dans ce que vous témoignez là, c'était que cette... Bah, je pense à son mari aussi, ou à son enfant aussi. Enfin, même à ses enfants, enfin, je peux imaginer, jusqu'à un certain moment, bah, oui, c'est là que pas je pris de chocolat, mais il y a un moment où
Ou il y a peut-être une limite. Ça vient, enfin, c'est vraiment ce que j'évoque aussi dans le livre sur la confiance. Il y a un moment où ça altère quelque chose de la qualité de la relation, plutôt que ça ne fortifie le territoire de chacun. Mais ce que je vois, c'est que c'est comme si tu souhaitais avoir une recette qui marche tout le temps. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que... J'aurais des indices sur ce Mais moment. parce que j'ai l'impression que tu voudrais que ça passe par ta tête au lieu de savoir que nous avons à supporter l'inconfort, la tension, que tout ça, dont tout ça est assorti. Et que la recette nous permettrait effectivement de ne faire que regarder des séries le soir, tranquille, alors que non, il y a le doute, il y a le questionnement, il y a le sentiment d'avoir fait une erreur, il y a la peur de l'intrusion, il y a la peur de l'abandon, il y a toutes ces choses qui sont de notre condition humaine et qui nous invitent à être tout le temps sur le qui-vive. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Et peut-être que quand j'ai fait semblant de ne pas avoir le chocolat, peut-être que je me suis trompée, mais je n'ai pas à avoir raison. J'ai juste fait ce choix-là, à ce moment-là. Mais c'est vrai que j'aime bien que vous puissiez témoigner aussi, au sens où ce que vous avez partagé, c'était vraiment quelque chose où vous étiez abandonné. Il n'y avait personne qui venait vous inviter à revenir à un principe de réalité ou à un principe d'équité dans la relation que vous étiez en train de construire, évidemment. Et ensuite, après, du coup, d'où manque de modèle, Oui. moi-même, Oui. enfin, d'autres sans doute, Bien j'imagine sûr. aussi, pour être aussi dans un principe de réalité par rapport Et à... accompagner. Et accompagner ou l'enfant, ou voilà, en fait, j'ai le conjoint, mais... Oui, mais j'entends bien ça. Donc, ce que juste aussi, je pense bien, quand, par rapport à la loi, nous sommes dans la transgression, nous avons délit ou crime. Quand, dans la relation, nous sommes dans la transgression du respect minimum, nous serions soit dans la faute, ou la violence, ou la carence, hein, parce qu'il y a toujours les trois comme ça. Et quand nous sommes dans la transgression par rapport à la réalité, ou à la vérité, nous sommes là dans le registre de l'erreur. Je fais une erreur parce que je n'ai pas vu quelque chose, ou je n'ai pas appréhendé quelque chose, ou je n'ai pas pris en compte quelque chose du principe de réalité. La loi, c'est délit ou crime. La relation, l'amour, la reconnaissance, à ce moment-là, je suis effectivement dans la faute, ou la violence, ou la carence. Et quand c'est par rapport à la réalité ou la vérité, je suis dans l'erreur. Mais ce n'est pas à confondre, évidemment. Alors, quelque chose que j'aurais pu donner en introduction, je le fais maintenant. Par rapport à la réalité, il peut y avoir aussi du déni. Bien sûr, déni, oui, bien sûr. Erreur ou déni. Je vais revenir à ça. Merci, Marc. Quand, donc, le mensonge, ce n'est pas le secret. Le mensonge, ce n'est pas l'erreur. Le mensonge, ce n'est pas le délire non plus. Si vous voulez m'arrêter, vous pouvez. Je continue, là. Le mensonge, ce n'est pas synonyme, enfin, l'escroquerie n'est pas forcément synonyme de mensonge, parce que là, on est du côté de la manipulation. Vous venez de dire que transgression de la vérité, c'est l'erreur. Oui, mais ce n'est pas forcément inversé. C'est-à-dire que je peux... faire une erreur n'est pas forcément mentir. Oui, mais mentir, c'est une... Non. Donc, une escroquerie, c'est une manipulation plutôt qu'un mensonge. Une illusion, ce n'est pas forcément un mensonge non plus. Vous voyez, c'est juste pour voir toutes ces modalités. Une hallucination, ce n'est pas forcément un mensonge. Et c'est bien ce qui est intéressant quand on travaille en psychiatrie, de voir est-ce que la personne ment, est-ce qu'elle manipule, ou est-ce qu'elle est réellement dans un délire hallucinatoire, une bouffée délirante, et ce n'est pas du même registre. C'est pour ça que c'est un débat long, est-ce qu'elle était ou est-ce qu'elle était dans une hallucination. Bon, je laisse bien sûr ça. Et je reviens à ce que vous disiez aussi, Sandrine, le mensonge, effectivement, elle n'est pas à confondre avec la bêtise, la sottise, l'imbécilité, etc. Même si il peut y avoir des points de jonction. Mais ce n'est pas synonyme. Nous avons à nous appliquer à trouver un sens, enfin la spécificité de chacun de ces mots. Parce que sous-entendu, il y aurait une part de responsabilité dans le mensonge. Alors Oui. qu'il n'y en a pas forcément. Oui, c'est ça, c'est ça. Dans la... Enfin, Dans la moi je bêtise. pense. Mais la bêtise, ce que j'aime bien dire, la bêtise est une des pires violences qui n'est pas dénoncée comme telle. Mais là, on est loin du judéo-christianisme de base.
j'aimais aussi dire que le lapsus, quelle est la place du lapsus par rapport à vérité-mensonge? Oh là là, c'est encore... C'est encore autre chose, oui. L'acte L'ironie, L'ironie, oui, non, c'est encore autre chose, c'est une manipulation. Et la manipulation n'est pas toujours assortie, évidemment, de l'outil mensonge. Ah, lapsus, ça serait sortir du mensonge. Ça serait sortir du mensonge, non? Ouais. Ça serait Dévoiler. sortir d'un déni, plutôt. Ouais. D'un déni. Bon, on pourrait passer la nuit à jouer avec tout ça, parce que c'est passionnant. Vous savez qu'il faut... Ce que je n'ai pas pris le temps de dire non plus tout à l'heure, c'est que pour les mensonges, il est très important de distinguer les mobiles et les raisons. Les raisons de mentir, ce sont souvent ce que nous avons trouvé pour rationaliser. J'ai menti pour lui faire plaisir, pour le protéger, etc. Bon, pourquoi pas. Mais sous les raisons, il y a les mobiles, qui est souvent j'avais peur d'eux, et c'est quand même de nature différente. Il y a un peu conscient et inconscient, mais il y a plus que ça. Ce besoin de justifier. Parce que sous les mobiles, le mobile, ça peut être la peur, ça peut être la honte, ça peut être la culpabilité, et ça on dit rarement ça de façon cash. Ça peut être du désir aussi, et ça peut être la volonté d'un profit, la volonté d'un avantage, etc., etc. Aussi les raisons, c'était des raisons vis-à-vis des autres. Voilà, les mobiles officielles. vis-à-vis de C'est soi. à l'intérieur de moi, dont j'ai conscience ou pas, mais ce serait important. D'ailleurs, souvent, il y a certaines institutions où nous sommes supposés donner des raisons, alors que nous savons bien au fond que ça n'a rien à voir avec les mobiles. Mais, par exemple, dans l'institution de l'ASE, pourquoi est-ce que vous voulez adopter? Il faut faire le truc classique, alors on va trouver des choses officielles, mais au fond, jamais aucune de ces raisons d'adopter ne correspond à un mobile. Au fond, intime, qui n'est certainement pas à dévoiler non plus. Bon, parce que ça ferait fuir les assistants sociaux. Donc, si je reviens encore au mensonge, l'enfant a besoin de mentir pour gagner en autonomie, pour être juste dans un minimum d'étanchéité, ça j'ai déjà dit plusieurs fois. L'ado, il a besoin de mentir surtout pour protéger ou restaurer son image. Et c'est pour ça que quand nous parlons de conflits, etc., surtout, gardons bien que l'ado, il a besoin toujours de sortir la tête haute, de dire un truc un peu décalé, parce que c'est son image d'abord qui est à protéger. Et l'adulte, eh bien c'est ce que j'ai mis et pas mis, c'est-à-dire on est du côté de cette liberté. C'est plus j'ai la permission de mentir, ça ne veut pas dire plus je mens, mais plus je sens cette permission de mentir qui me donne à tout moment la liberté de choisir entre mentir ou non, que je peux effectivement me considérer comme ayant acquis ce minimum de liberté qui me permet effectivement d'être, d'en faire que ma tête. Distinguons bien aussi parler vrai de dire la vérité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça peut être une des choses aussi que tu évoquais tout à l'heure, Céline. Est-ce que quelqu'un parle vrai ou quelqu'un dit la vérité? Ce n'est pas la même exigence. Parler vrai, c'est quelque chose qui a à voir avec soi, avec son expérience. Et dire la vérité, c'est quelque chose qui nous fait voir à l'extérieur, quelque chose qui rendrait compte, qui aurait une sorte d'obligation de rendre compte de quelque chose de tangible. Alors parler vrai, je peux dire quelque chose qui est... Parler vrai en disant un mensonge. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment différence. Ah oui, merci d'acquiescer. Alors, autre question aussi qui m'importe beaucoup, c'est, qui nous concerne tous, quelles sont les vérités que nous avons du mal à accueillir? Et que c'est plus facile souvent d'accueillir le mensonge que la vérité. D'ailleurs, on dit souvent, un enfant dit la vérité plutôt que par le vrai. Oui. Donc j'en étais encore là. Ça Et- changerait tout. Ouais. Oui, mais oui, oui. Et ce serait beaucoup plus respectueux du territoire, de l'intimité et de la subjectivité aussi, du cadre de référence subjectif. Mais là, je voyais aussi quelque chose qui serait plus social ou même politique. L'exemple que j'aime bien donner, et que j'avais fait un petit écrit là-dessus, c'est quelque chose qui me serre le cœur. Quand les déportés sont revenus à l'hôtel Lutetia, eh bien, on n'y croyait pas.
Hein, donc, et je me souviens très bien de cette femme qui avait témoigné en disant qu'elle avait juste commencé à lire à l'infirmière ou le médecin. C'était un médecin, ce qui s'était passé. Et la personne l'a envoyé effectivement à Sainte-Anne. Elle a ouvert la lettre et c'était marqué « atteinte de folie ». Alors que c'était notre incapacité à nous, là, d'entendre, et ça l'est encore pour aujourd'hui, avec donc, ce que nous voyons avec le déni, ça suffit, et toutes ces questions de dénonciation de violence, et je pense aussi à ce qui s'est passé pour la petite Marina, que nous sommes institutions ou individuelles ou professionnelles ou n'importe qui, nous sommes dans cette a priori de refuser d'entendre une vérité qui viendrait faire trop de bazar. Et que ces enfants, les enfants nous savons, qui ont vécu des abus, vont d'abord hésiter à en parler parce qu'ils savent déjà, ils ont déjà vérifié que les adultes autour d'eux ne savent pas accueillir cette vérité. On préfère effectivement ensuite la sauce, rien de grave, etc. C'est quand même important que nous reprenions ça pour nous-mêmes. C'est à notre échelle, qu'est-ce que nous gobons, qu'est-ce que nous ne voulons pas accueillir comme vérité. Commençons par ce que nos enfants nous racontent de ce qui s'est passé pour eux. Donc, oui, sur les violences. Et aussi les violences intrafamiliales, les violences sur les femmes, etc. La tromperie aussi. Là. Parfois, Oui, on préfère oui, oui. faire le mensonge. Oui, oui, c'est vrai. Mais là, ça peut être une sorte de clivage aussi. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le clivage, c'est vraiment pour arriver à garder le cap, à rester dans cette réalité que nous avons à vivre. C'est un choix souvent inconscient, mais Scarlett O'Hara, dans ce voyage, elle est bien dans un choix qui permet de continuer à vivre. Alors que là, c'est quand même quelque chose qui va directement avoir comme conséquence de majorer la solitude de la personne qui vient parler d'elle et qui la condamne à ce silence et à cette prison dont, bien sûr, celle qui en parle le mieux aujourd'hui, c'est Andrea Bescon. Elle en parle vraiment dans tous les articles, dans tous les interviews. Elle dit bien combien elle a dû passer, elle, par une dénonciation, par son métier de danseuse, et ensuite par la pièce d'Entre Chatouille, tout ça. Mais c'est vraiment pour moi au cœur de notre réflexion, c'est que nous croyons résolument être du côté de la vérité, et non, bien sûr que non, soit celle que nous émettons, soit celle que nous recevons. Et aussi, le mensonge n'est pas dit comme ça. Le mensonge, c'est ce qui permet d'éviter la fuite de l'intime. C'était déjà un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est dans cette protection, je vais mentir pour éviter que quelque chose du plus intime, du plus précieux, du plus douloureux aussi de moi soit livré. Et donc, je vais côté une touche comme ça. Ah oui, je m'aperçois que dans les cas particuliers, j'avais oublié aussi, j'avais parlé du faussaire, il y a aussi le délateur aussi. Il y a aussi la question, je n'ai pas encore pas de choses à dire sur les cas particuliers, c'est celui qui a avoué et qui revient sur ses aveux. C'est quand même très troublant ça. Oui, c'est moi qui ai tué, ah non, mais 3 jours après, non, c'est pas le cas. Qu'en est-il là du poids de la vérité, de la capacité à entendre un pas en arrière? Il y a aussi, je l'ai oublié tout à l'heure, le placebo, qui est quand même aussi un sujet intéressant. Comment est-ce que nous nous laissons effectivement influencer, je dirais, convaincre aussi de quelque chose qui n'a pas de réalité. Voilà. Et le troisième, oui, c'est le nègre, c'est celui qui écrit pour quelqu'un d'autre, à propos de la signature. C'est qu'est-ce que ça nous fait? Et c'est vrai que quand j'ai entendu quelquefois des confidences de nègres, ils avaient l'air très contents d'écrire pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire d'être dans le plaisir d'un talent, mais de ne pas signer. Enfin, ça me gênerait peut-être plus de signer pour quelqu'un d'autre que de... c'est vrai. Alors... Le délateur, pour vous, c'est un cas particulier? Ah oui. Enfin, c'est quelque chose... Non, ça a à voir plutôt avec ce que je vais dire maintenant sur le respect. Oui. Parce que, mais quand même, ça veut dire que je suis du côté de la manipulation, c'est-à-dire l'autre n'existe plus. Ce qui existe, c'est
mon besoin d'avoir, de contrôler, c'est-à-dire les 3 besoins, être, avoir, pouvoir. Qu'en est-il? Et chaque fois, ce sont des messages différents qui sont donnés. Mais là, c'est quand vraiment je suis au centre de ma vie, sans être capable du tout de faire exister les autres, et même de me décentrer pour avoir le minimum de considération ou d'empathie pour la personne que je vais vendre. Est-ce qu'il pourrait avoir manqué de permission? Et si c'était le cas, ça serait permission de quoi? La permission d'Esther, justement, mais surtout, de ne pas dénoncer, je veux dire. Pour moi, c'est encore une de fois, mentir. Mentir ou pas, ce serait un outil, mais la permission qui pourrait manquer, c'est celle de donner priorité à la personne, à la relation, enfin, à l'autre. Et c'est tout ce qu'on voit dans toute la dynamique de la perversion, de la perversité, c'est ça. Il n'y a pas ce minimum d'acquisition vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, de ce qu'on appelle, enfin de ce que les philosophes appellent l'altérité. L'autre existe. Et il y a des personnes qui n'ont jamais franchi cette étape-là, pour des raisons que je ne vais pas développer maintenant, bien sûr. Et donc, l'autre n'existant pas, c'est que je suis le roi du monde, je suis dans la toute-puissance, et ce qui est difficile, c'est que nous sommes encore dans le déni que probablement la personne ne changera pas. Il y aura toujours ce risque d'être happé, d'être pris en otage dans quelque chose d'un besoin de pouvoir, de possession, d'avoir, etc. Enfin, il y a tant d'exemples qui sont donnés et qu'aujourd'hui nous mettons cette étiquette, mais c'est la différence, encore une fois, entre le salaud et le pervers. Je reprends alors obéir, donc on avait dit obéir, donc n'a d'intérêt que si il est contré par désobéir, et ça c'est aussi quelque chose que je développe sur toutes ces permissions. Obéir surtout est à distinguer de respecter. C'est-à-dire que, oui, je n'ai pas pris assez de temps pour ça, je vais y revenir 3 minutes. C'est la sensation quand je veux être obéi. C'est que si ce n'est pas le cas, vous êtes mon enfant de 5 ans, si ce n'est pas le cas et que vous ne faites pas comme je veux, il n'y a pas quelque chose d'un désagrément, d'un inconfort. C'est qu'il y a une violence, c'est-à-dire que vous résistez à faire comme je veux. Et ça, on n'est pas du tout dans une dynamique de respect, on est dans une dynamique de contrôle, d'emprise, de satisfaction. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit d'exister, vous, avec votre protestation ou votre, par exemple, votre désir de ne pas finir votre assiette, parce que ça, je fais suite, bien sûr, à ce que je fais, Denis, ça suffit. Et que si vous ne voulez pas terminer votre assiette, si vous ne voulez pas m'obéir, il y a quelque chose, effectivement, d'un impact sur qui je suis. Et ça, c'est bien sûr toujours à bannir. Je n'ai à exiger d'aucun, et pas de mes enfants, qu'ils m'obéissent au sens qu'ils fassent comme je veux. Et donc, souvent, quand je pose ça avec la ferveur que vous m'entendez pratiquer maintenant, les gens pensent qu'effectivement, que j'ai rien d'autre à faire. Je vais juste tout abandonner et mes enfants vont pouvoir effectivement faire n'importe quoi et devenir délinquants, etc. Heureusement, il y a une option sur laquelle j'ai quand même pas mal travaillé, qui est celle de l'autorité. Et l'autorité, c'est quelque chose qui a à voir avec le respect, c'est-à-dire que le petit signe que vous avez à glisser sur votre joli carnet, c'est le triangle. L'autorité et le respect, donc qui n'a rien à voir avec l'obéissance, c'est que, je ne prendrai pas l'exemple de la nourriture parce que c'est vraiment tout à fait transgressif. Ça veut dire qu'il y a vous, moi, et moi, gardienne de la loi, gardienne de la règle, gardienne du contrat. Et qu'à ce moment-là, si vous n'obtempérez pas, évidemment, c'est le contrat que vous n'avez pas respecté, mais ce n'est pas moi qui suis en scène. Moi, je ne suis là que comme gardienne de quelque chose. Ça va pouvoir m'impatienter, peut-être m'irriter, mais ça ne va certainement pas créer le rififi d'une désobéissance. Et c'est ça qui me semble important. Donc, méfions-nous de toutes ces consignes d'obéir et de faire obéir qui nous mettent en dépendance radicale avec la personne concernée, alors que pour sortir de cette dépendance et être du côté de l'autonomie, je suis effectivement surtout du côté du contrat. Le contrat dit ce triangle, et le contrat veut dire que chacun a envisagé ce qui se passait en cas de transgression, c'est-à-dire que moi, si je suis la figure parentale, j'aurai à cœur effectivement de prendre ce temps, d'élaborer un contrat, de redire les règles, de bien dire le chapeau des interdits, des permissions, etc.
pour que la personne puisse, elle, prendre la responsabilité du choix qu'elle va faire, de respecter ou pas, et de payer le prix de la transgression si c'est le cas. Mais donc on n'est plus du tout dans, dans ce déni de l'existence de chacun, on n'est plus du tout dans cette contraction et de cette violence. Même si je la contrôle, la violence est là dans l'obéissance. Elle n'est pas dans le respect des règles, et tout ça, évidemment, est développé plus loin. Est-ce que c'est bien clair pour tout ça? Le triangle, le triangle, le triangle. J'en profite de lire dans tes livres. Oui, dans mes livres aussi, et aussi que vous allez recevoir dans quelques heures la proposition d'un autre atelier sur élaboration de contrat. Je vous invite à vous y inscrire. Ce que j'ai redit à plusieurs moments dans mes propos, c'est que le chapeau de tout ça, comme je vous invite à ne jamais l'oublier, le chapeau, c'est pour moi le respect. Or, le mot respect est un mot qui n'existe pas beaucoup dans les dictionnaires de psychologie d'ailleurs. C'est un mot qui est difficile effectivement à illustrer. Et c'est pour ça que souvent on commence par l'illustrer par la négation, c'est-à-dire la violence, la séduction et d'autres choses comme ça. Mais je voudrais quand même prendre quelques minutes là pour revenir à ce concept-là. Donc, difficile à définir, difficile à illustrer et difficile souvent à développer. Donc, sauf à travers la violence. Alors, ce que j'aime bien redire à propos de ce concept sur lequel j'ai vraiment aimé faire des enquêtes, etc., c'est que malheureusement pour nous, dans notre société aussi, le respect, ce serait toujours plus un droit qu'un devoir. Hein, comme et on entend beaucoup les gens dire j'ai le droit de ci, j'ai le droit de ça, mais ce serait intéressant de voir l'équivalent, effectivement, en devoir de respect, des règles, etc. Donc, si ce n'est pas le cas, si il n'y a pas cette cohabitation aussi entre les devoirs et les droits, on va être du côté de différentes formes de violence que nous savons, donc la barbarie bien sûr, il y a d'autres personnes qui en parlent très bien, la séduction, je ne parle pas de la séduction d'avoir fait couper les cheveux, etc. Je parle d'une séduction qui veut dire obtenir de l'autre avec donc une posture de pouvoir, d'autorité, séduction, toutes les formes de manipulation. N'oubliez pas aussi que il y a d'autres formes plus subtiles de violence qui sont le silence, qui sont le manque de regard, qui sont chaque comportement qui viserait à faire disparaître l'autre au sens de « tu n'existes pas pour moi » parce que tu n'as pas fait ce que je voulais. Et ça, pas de pire violence pour les enfants. Hein, n'oublions pas que un des moteurs, enfin, l'angoisse majeure de tout enfant, en général qui peut aller même un peu au-delà de la majorité, c'est d'être abandonné. Et donc chaque fois qu'il n'y a pas cette priorité de l'attachement, de la relation, du regard, de la parole, etc., enfin, le possible et de la légende, il y a flirte avec cette vieille blessure que nous avons tous peu ou prou quand même gardée sur un coin de notre âme, d'être abandonné, de ne plus exister pour l'autre, de ne plus être important, de ne plus être pris en considération. D'où la nécessité, j'en profite pour faire cette petite parenthèse, de bien développer cette capacité de colère qui est protestation pur sucre pour continuer à communiquer avec quelqu'un avec lequel on ne serait pas content, plutôt que de vouloir passer dans toutes les formes de violence qui sont plus faciles parce qu'il y a plus de modèles qui seraient détourner le regard, comme dit Serge, etc., au lieu d'assumer, de regarder la personne et de dire ça ne me convient pas, de protester, mais toujours dans l'attachement. Hein, n'oublions pas, la colère est un outil de restauration de la relation et toutes les autres formes de protestation sont du côté contraire de couper, altérer, amoindrir, déliter la qualité de la relation. Donc développons, c'était l'année dernière j'ai fait un atelier pour développer notre capacité à protester pur sucre, sans blâme, sans humiliation, sans violence et tout ça. Alors, ce qui m'intéressait là, à propos du respect, c'est pour ça que je reprenais la parole à ce sujet, c'est les objets de respect. Parce que ce que j'ai cru, et peut-être d'autres personnes le croient aussi, c'est que en reprenant un contexte soit politique, soit idéologique, soit comme ça, que nous aurions à respecter la différence des autres, que nous aurions à respecter les valeurs des autres, que nous aurions... et tout ça, c'est de l'idéologie. Non, je n'ai pas à respecter votre différence. Non, je n'ai pas à respecter vos valeurs. Ce que j'ai à faire, c'est à vous respecter en tant que personne
qui avait effectivement des idées, des valeurs, des émotions, de la douleur, une différence avec moi, mais je n'ai pas à vous réduire ou à vous identifier à vos différences, à vos valeurs, à vos idées, à vos émotions, ou à votre maladie, à votre pathologie, à quoi que ce soit. Ni à votre voiture, ni à votre titre, ni à votre quoi que ce soit. Religion, idéologie, etc. Est-ce que vous l'entendez? Oui. C'est pour moi, ça a été une révolution. Parce que ça voulait dire qu'effectivement, après, qui est-ce que j'ai besoin d'abord de me respecter moi, ça commence bien déjà. J'ai donc respecté une personne, pas forcément un groupe. J'ai à respecter vous, et vous, et vous. Donc avec tout ce que ça suppose, de deuil, un vrai travail aussi. Voilà. J'ai à respecter les lois également. Et si je ne le fais pas, je suis dans la transgression avec le prix à payer, notamment la désobéissance civile. J'ai à respecter, parce que je suis un animal social, une hiérarchie. Je ne vais pas parler de la même façon quand je suis bout de chou à la directrice, à la maîtresse d'école et à mon copain Kevin. J'ai à respecter des règlements. Au sens des codes. Oui, des codes, c'est ça, hein, des codes. Des règlements. J'ai à respecter des textes aussi. J'ai aussi à respecter, toujours par rapport à cette appartenance, des traditions, des rituels. Hein, on en parle souvent dans les groupes aussi. J'ai à respecter. Oui, et si on ne respecte pas, là, on paye le prix. On paye dans chacun des cas. Parce que pour moi, respecter Oui. la personne, c'est quand même au-dessus. Bien entendu. Mais après, il y a respecter la personne, et ensuite, je suis un animal social. Et il y a une loi commune. Et cette loi commune, elle est, tout ce que je dis sur l'institution, etc. J'ai à respecter mes engagements, sans quoi, effectivement, j'en paye le prix. J'ai à respecter ma parole, enfin, la parole donnée. J'ai aussi à respecter l'autorité. Quand vous dites, Aliette, j'ai à respecter tout ça, on a le droit de ne pas le faire aussi. Avec le prix à payer. Et je veux dire, ce qui n'est pas juste respecter la différence des valeurs, et ça c'est net, et après, ce qui serait légitime de mettre dans la colonne de ce qui est à respecter, c'est ça, toujours avec ou non. Parce que je suis du côté de l'autonomie. Là, je respecte ou non. Et donc, encore une fois, si je ne le fais pas, c'est moi qui en prends la responsabilité avec le prix à payer. Et là, c'est toute la dynamique du contrat. Donc, respecter un contrat. Et puis, par rapport à mon intégrité, et c'est encore un petit peu d'une autre nature, ce que je vais dire, j'ai à respecter aussi la force de quelqu'un. J'ai à respecter qu'il est plus fort que moi. Si je suis dans le RER et que je vois un grand balèze, j'ai à prendre en compte ça, j'ai à respecter ce principe de réalité. Est-ce que par exemple, on pourrait dire j'ai respecté mon corps? Ah, bien sûr. Ben, dans moi-même. Dans moi-même. La personne que je suis, j'ai à respecter aussi mon intégrité, j'ai à respecter mon rythme, enfin, mes besoins. Dans la personne, il y a mes besoins, qui sont peu nombreux, mais qui sont impératifs. Et puis, je pourrais dire aussi, mais ça c'est un long débat qui conduit à l'éthique, etc., la vie. Et on voit bien aujourd'hui combien, à propos d'euthanasie, etc., qu'il y a quelque chose qui est remis en question, et pourquoi pas. Mais il y a... Enfin, Il y a un prix à payer pour le coup. Pour le coup, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, mais justement, quelle que soit la loi, ne le pose pas comme tel. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'on devrait tous, au moins, comme on a la possibilité d'être juré, etc., on devrait pouvoir aussi être présent à des comités d'éthique, de bioéthique. C'est quand même toujours fascinant, parce que ça nous permet de mettre en métaposition, au lieu d'être dans quelque chose encore qui a à voir avec le droit. Là je vois bien. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, au risque, quelquefois, d'être dans quelque chose qui me soit très personnel et qui ne me permet pas de revenir à la loi commune et de revenir à des priorités. Je vous rappelle les 4 points majeurs, au cas où vous ayez oublié. Hein, qui sont universels, qui est vie et mort. Non, vie et mort. J'ai à respecter, évidemment, la vie et la mienne, celle des autres, etc. Et là, on a bien sûr ce qui nous engage sur la voie de l'ordalie. L'ordalie étant justement un déni de cette règle d'or. Il y a ensuite propriété, pour faire du vol, l'escroquerie, etc. Ensuite, il y a tout ce qui touche aussi au corps et la sexualité, avec l'interdit de l'inceste.
Donc tout ce qui est remis en question avec la dénonciation des violences, des abus, tout ce que je dénonçais aussi samedi lors de la conférence sur tout ça. Donc tout ce qui a à voir avec l'intimité, la pudeur, l'intimité, le territoire, et pas seulement le corps, mais aussi toute cette bulle autour de nous. Et puis, qui est toujours un petit peu troublant et ô combien important, ça a à voir, la 4e loi, ça a à voir avec l'élimination des déchets. Et c'est pas que l'impatience quand vous voyez quelqu'un jeter son paquet de cigarettes vides ou bien que vous voyez quelqu'un jeter un Kleenex, etc. Ça a à voir sur un plan politique, pour moi, avec tout ce qui entraîne le nucléaire, par exemple, avec toute cette dynamique où nous produisons sans pouvoir éliminer les déchets. Et là, il y a quelque chose qui est contraire, évidemment, et à la loi commune et à notre sécurité dans les générations qui viennent. Donc, si je reviens à ça, et quelquefois je dois aussi respecter la vérité, bien sûr, j'avais oublié de dire ça, la vérité telle qu'elle m'est posée, enfin là ça renvoie aussi aux tribunaux, aux preuves, à la science, etc. Et si ce n'est pas le cas, là aussi il y a quelque chose qui peut être distordu ou abîmé. Alors, là, le respect, qu'est-ce que c'est? D'abord, ce n'est pas une émotion, sûrement pas. Ce n'est pas non plus un sentiment. Ce n'est ni un préjugé pour, ni un préjugé contre. Ce n'est pas un penchant. Ce n'est pas non plus quelque chose qui serait issu de la crainte ou de la peur. C'est même l'opposé. Ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas non plus quelque chose qui irait du côté de l'indifférence, hein, ou du déni, ou de l'ignorance. Ça n'a certainement pas à voir avec la complaisance. Ça n'a pas à voir avec la dépendance non plus. Et surtout pas avec la tolérance. Ni la tolérance, merci. Ni la tolérance. Merci beaucoup pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je me permets juste de dire les quelques mots qui me sont apparus comme une aide pour l'introduire, l'intégrer et l'introduire dans ma vie. C'est d'abord un choix. Hein, le mot que je répète toutes les 10 phrases. Hein, un choix. Pour moi, c'est un devoir aussi. Et puis, j'ai mis aussi, c'est une histoire et d'intelligence et de conviction. Intelligence toujours au sens de capacité à m'adapter. C'est une intelligence des choses et de conviction. Et ce que j'aime bien dire en conclusion, c'est que ce respect, il est toujours donc dans un flirt avéré avec la confiance, mais c'est toujours aussi accompagné, ça sera le mot de la fin, d'une ascèse. Le respect suppose effectivement la capacité à vivre la frustration, de ne pas être tout de suite, tout le temps satisfaite dans mes désirs. Je reviens bien sûr à la distinction. Ou d'être dans cette dépendance à la paresse de tout mélanger et de tout identifier. Et j'aime bien dire, en tant que praticienne, en tant que psy, mais aussi dans les autres métiers que j'ai faits, je ne suis pas là pour accueillir la douleur, la souffrance, la discrétion, de choquer certaines personnes. Je suis là pour accueillir, en tant que personne témoin, quelqu'un qui vient me parler de sa dépression, de sa souffrance, de sa délinquance, de ses... Mais vraiment, pour moi, c'est important et ça a changé quelque chose de ma posture de praticienne. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, je vous invite, selon la tradition, à dire un mot. Mentir. Respect. Respect. Choix. Choix. Deuil de mes attentes. Deuil de mes attentes. Intelligence. Intelligence. Créativité. Découverte. Liberté, en fait. Liberté. Liberté. Ça veut dire autonomie et double permission. Et double permission. Merci de dire ça, parce que vraiment pour moi c'est important.